Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day dernier de l'année, je vais aborder un sujet un peu atypique et vous parler du biais du survivant et de pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée de s'entraîner comme Kylian Jornet. 2023 se termine et j'avais envie de conclure cette année avec un thème un peu différent de ce que j'ai pu aborder jusqu'ici et de ce que je fais d'habitude. Dans cet épisode, on va pas parler de VO2 max, de seuil ventilatoire ou encore de fréquence cardiaque. Au lieu de ça, je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, il faut être prudent dans les prises de décision pour notre entraînement personnel et ne pas forcément nous fier à ce que font les championnes et les champions ou quelconque autre survivant adoptant une pratique atypique. Dans cette première partie du Scientific Day, je vous propose ma réflexion sur le sujet et dans la deuxième partie, je discuterai de cette thématique avec deux invités, chercheurs en sciences du sport et entraîneurs au plus haut niveau, Anaël Aubry et Olivier Bollier. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Quel que soit le sport que nous pratiquons, les performances des grands noms de notre discipline nous font rêver. Kylian Jornet qui bat le record de l'UTMB, Eliud Kipchoge qui fait tomber celui du marathon, Courtney Dauwalter qui remporte successivement la Western States, la Hard Rock 100 et l'UTMB 2023, Rebi Bonney qui s'impose avec un nouveau meilleur temps sur la Pikes Peak Ascent ou encore Tony McCann qui décroche la première place féminine à l'Ultra Trail Captain, pointe 3e au scratch et 36 minutes sous le record de la course. Bref, de manière générale, quand on aime un sport, on aime souvent les performances stratosphériques que nos idoles y réalisent. Et ces idoles, elles s'entraînent. Instagram, YouTube ou encore les différents podcasts qui existent nous permettent régulièrement d'apercevoir ce que ces championnes et ces champions font pour progresser. Bien qu'imprécise et souvent décontextualisée de la planification globale, il nous est souvent possible de reproduire ces séances divulguées. De plus, les entraînements les plus extrêmes bénéficient souvent d'une grande couverture médiatique. Par exemple, il suffit que Kylian Jornet annonce faire 3 heures de fractionné type 30-30 pour que des chaînes YouTube s'emparent de l'information, la propagent, la reproduisent, voire même parfois la recommandent. De même, les athlètes de plus haut niveau rapportent parfois adopter certaines pratiques surprenantes, elles aussi largement médiatisées. Par exemple, Mathieu Blanchard a longtemps construit un mythe autour de sa purée magique et de ses entraînements à jeun le matin. Des images montrent Courtney Dauwalter mangeant des cheeseburgers sur certaines courses. Zach Miller annonce sur la ligne d'arrivée de l'UTMB 2023 s'être gorgé d'électrolytes. Dans le pire des cas, ces championnes et champions sont même affabulés de ces pratiques sans avoir leur mot à dire. Par exemple, la légende de Kylian Jornet courant l'UTMB 2008 sans boire ni manger a été répandue. Celle-ci est totalement erronée, mais plus de personnes connaissent cette fausse anecdote que la vérité derrière. Une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les élites, les championnes et les champions performent si bien? Est-ce que les championnes et champions le sont parce qu'ils font ces fameuses séances, parce qu'ils adoptent ces fameuses pratiques parfois extrêmes, ou est-ce qu'ils et elles réalisent ces séances parce qu'en fait ils font partie de l'élite? De même, est-ce que ces athlètes performeraient de la même façon sans ce type de séance ou sans ces comportements parfois hors normes? Ou alors est-ce qu'ils auraient en fait les mêmes performances sans ce type de comportement? Dernière question qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle va être centrée sur vous et moi, athlètes de niveau inférieur à ces élites. Est-ce que réaliser les mêmes séances ou adopter les mêmes comportements nous poussera au plus haut niveau? Ou alors ne serions-nous pas aveuglés par le biais du survivant? Dans cet épisode, je vous propose de tenter de répondre à cette question et de parler de ce biais cognitif. Tout d'abord, le biais du survivant, qu'est-ce que c'est? L'article de Emprich Bennett et collaborateurs publié dans Nature, qui est la revue la plus prestigieuse qui soit en 2021, résume ce qu'est le biais du survivant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien américain Abraham Wald travaille pour la Royal Air Force américaine. Son rôle était d'étudier les bombardiers qui revenaient à la base après un combat pour identifier les zones vulnérables et améliorer la résistance de ces avions. Autrement dit, sa mission était de comprendre ces survivants pour améliorer les autres avions et en faire des survivants à leur tour. Le constat de Wald et de son équipe est simple. Les bombardiers qui sont revenus du combat sont criblés de balles au bout des ailes, dessous le cockpit et sous la queue. Face à ce constat, la première proposition de l'équipe est de renforcer ces zones impactées. Mais Wald s'y oppose farouchement. Il avance que si ces bombardiers ont été touchés dans ces zones mais sont revenus à la base militaire, c'est qu'en fait ces zones n'impactent pas la capacité de l'avion à voler. En revanche, l'absence d'impact dans d'autres zones sur les bombardiers qui sont revenus laisse entendre que ce sont ces régions
régions-là qui doivent être renforcées. Les avions n'étant pas revenus ont probablement été touchés dans ces zones spécifiquement, c'est-à-dire les zones qui n'ont en fait aucun impact sur les avions qui ont retrouvé la base. Dans la littérature scientifique, le biais du survivant est défini comme la tendance à prendre une décision en se concentrant sur des résultats positifs et en omettant des résultats négatifs ou nuls. Si on s'intéresse un peu plus au biais du survivant dans l'entraînement et le sport, en dézoomant un petit peu, ce biais serait une tendance à généraliser une conclusion à une population, à un ensemble de personnes, en s'appuyant uniquement sur des éléments positifs en notre possession et particulièrement visibles. En course à pied et en trail, un exemple du biais du survivant serait de prendre des décisions sur son propre entraînement pour nous-mêmes en s'appuyant sur ce que réalise une championne ou un champion. Ce biais cognitif reviendrait à adopter les mêmes comportements que les élites en pensant que ces comportements, ces pratiques sont la clé du succès. Par exemple, le biais du survivant pourrait nous amener à vouloir nous aussi faire 3 heures de fractionné 30-30, nous aussi manger des cheeseburgers au ravitaillement ou encore nous aussi consommer énormément d'électrolytes sur une course. Je précise un point qui est très important dès maintenant dans l'épisode. Le biais du survivant n'avance pas qu'adopter le même comportement qu'une championne ou un champion est par défaut une mauvaise idée. Il souligne par contre qu'adopter les mêmes pratiques que les élites sous prétexte qu'elles et ils performent n'est pas par défaut une bonne idée. C'est une petite nuance mais qu'il faut absolument garder à l'esprit pour la suite de l'épisode. Le biais du survivant ne dit pas que le comportement d'un survivant est par défaut une mauvaise idée, mais que ce comportement n'est pas par défaut une bonne idée. Une première question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est pourquoi se méfier du biais du survivant? Est-ce qu'il faut vraiment s'en méfier? À mon sens, il y a des raisons générales d'être prudent quant à ce biais de jugement et des raisons spécifiques à l'entraînement. De manière générale, et indépendante du contexte, le biais du survivant est en fait l'arbre qui cache la forêt. En effet, en prenant une décision, par exemple en s'entraînant d'une certaine façon à cause des pratiques des survivants, 3 aspects nous sont masqués. Premièrement, ce biais nous masque les personnes ayant adopté le même comportement que l'individu, que le survivant, et ayant obtenu des résultats moins positifs. Par exemple, il nous fait oublier les athlètes qui ont eux aussi mangé des cheeseburgers au ravitaillement, comme Courtney Dauwalter, qui ont mieux couru que d'habitude, mais n'ont pas pour autant gagné la Hard Rock 100 ou la Western States. Donc, il nous fait omettre les personnes qui ont adopté le même comportement, mais n'ont pas vu autant de bénéfices que le survivant sur lequel on se focalise. Deuxièmement, ce biais cognitif nous fait ignorer les personnes qui ont adopté le même comportement que le survivant, sur lequel on se focalise, mais n'ont vu aucun effet. Par exemple, il nous amène à négliger les athlètes qui ont fait leur séance de fractionné le matin à jeun comme Mathieu Blanchard, mais n'ont pas observé d'amélioration de leur performance. Donc un effet nul du comportement sur leur performance, contrairement aux survivants. Et enfin, mais plus grave, le biais du survivant nous camoufle aussi les personnes qui ont eu des conséquences négatives après l'adoption de la pratique en question. Par exemple, ce biais cognitif nous amène à ignorer les individus qui, après l'adoption d'une alimentation cétogène, ont eu des problèmes de santé, comme des troubles cardiaques importants, alors que certains survivants vont recommander ce type de régime alimentaire. Si jamais ce point spécifique vous intéresse, je vous renvoie à la revue de littérature de Banque et Collaborateurs en 2008. Ainsi, en nous focalisant sur les survivants et leurs performances, ce biais nous amène en fait à omettre les personnes qui ont eu moins de bénéfices que le survivant, celles n'ayant observé aucune différence, et enfin celles ayant eu des conséquences délétères à cause du comportement du survivant. La deuxième raison pour moi de se méfier du biais du survivant concerne les différences entre vous et ces fameux survivants. Je vous propose de reprendre l'exemple des 3 heures de 30-30 de Kilian Jornet. De nombreuses différences existent, malheureusement, entre vous et moi d'une part et Kilian d'autre part. Pour résumer, nous n'avons tout d'abord pas la même génétique que ce survivant. Deuxièmement, la plupart d'entre nous n'avons pas le même développement, le même historique, le même parcours que Kilian Jornet. Par exemple, peu d'entre nous gravissaient leurs premiers 4000 mètres à 6 ans. Troisièmement, la grande majorité des athlètes n'a pas la même disponibilité que Kilian. Beaucoup d'entre nous n'ont pas la journée entière dédiée en grande partie à l'entraînement et à la récupération. Notre quotidien va être différent de celui de Kilian. Pour la plupart, nous travaillons et nous devons gérer en plus différentes contraintes, par exemple familiales, au milieu desquelles l'entraînement essaye de se faire une place. Et enfin, nous n'avons pas les mêmes besoins. Les raisons qui poussent Kilian Jornet en 2023 à réaliser par exemple 3 heures de 30-30 sont très individuelles. Elles découlent de ses besoins personnels, d'une décision prise par lui et pourquoi pas son entraîneur par exemple, et répondent certainement à un manque identifié
chez lui. Vos besoins personnels de développement et de progrès sont probablement très différents des siens et sont individuels, ne concernent que vous. En résumé, de très nombreuses raisons font que nous ne sommes pas, pour la grande majorité d'entre nous, un ou une survivant ou survivante. Nous sommes des personnes différentes de ces élites, avec des physiologies, des contraintes et des besoins différents de ces personnes. Une autre question que nous devons nous poser, je pense, est quand est-ce qu'il faut se méfier du biais du survivant. En effet, on peut se demander si ce biais n'est pas plus risqué, entre guillemets, dans certaines situations que dans d'autres. Dans ma perspective de l'entraînement, il y a 3 cas où il faut particulièrement se méfier de ce biais. Il s'agit de lorsque la pratique du survivant, la pratique en question, 1, est extrême, pour l'organisme par exemple, 2, est en opposition avec ce que la littérature scientifique a démontré, et 3, est en opposition avec ce que la majorité des entraîneurs expérimentés préconiseraient. Dans ces cas-là, il faut pour moi être prudent et éviter absolument le biais du survivant. Évidemment, ces cas peuvent se chevaucher. On peut être dans le cas d'une pratique extrême pour l'organisme, qu'en plus la littérature ou des entraîneurs ne préconisent pas. Pour illustrer mon propos, je vous propose 2 exemples opposés. Imaginons que dans une interview future, Blandine Lirondelle, une championne, explique s'entraîner avec des sorties longues de 5 heures le dimanche. Beaucoup d'entraîneuses et d'entraîneurs pourraient recommander ce type d'entraînement. De plus, une sortie longue de 5 heures ne présente pas de risque particulier pour votre organisme. Et enfin, la littérature scientifique souligne que ce type d'entraînement est efficace en effet pour améliorer son endurance. Tous les feux semblent être au vert, il me semble donc peu risqué de céder au biais du survivant et de réaliser le même entraînement que Blandine Lirondelle. A l'inverse, reprenons l'exemple de Kylian Jornet et de ses 3 heures de 30-30 ou du régime cétogène que quelques rares athlètes se permettent de préconiser. Dans ces 2 exemples, nous sommes face à une pratique extrême pour l'organisme. Parallèlement, la grande majorité des athlètes n'adoptent pas ce genre de pratique et la plupart des entraîneurs et des entraîneuses expérimentées et rigoureuses ou rigoureux ne vous recommanderont pas ces pratiques. Enfin, dans les 2 cas, la littérature scientifique semble aller à l'encontre de ces pratiques. Cette dernière préconise par exemple des durées totales de fractionnés bien plus courtes que 3 heures. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à l'épisode qui sera très bientôt disponible sur le développement de la VO2 max et le fractionné. Et la plupart de la littérature souligne que ce type de régime alimentaire drastique n'est pas bénéfique pour l'endurance. Au contraire. Là, je vous renvoie à l'article dédié sur le site couremieux.fr où j'ai discuté les études scientifiques qui se sont intéressées aux effets du régime cétogène sur l'endurance. Donc bref, à mon sens, avec ces 2 exemples, les différents indicateurs que je trouve importants ne sont pas au vert, ils sont plutôt au rouge. Il faut donc pour moi, dans ce type de situation, avec ces 2 exemples de pratique, être prudent et ne pas se laisser aveugler par le biais du survivant. Une autre question à laquelle je souhaite répondre, c'est comment dépasser ce biais du survivant. Parce qu'il existe effectivement, à mon sens, des moyens qui permettent d'aller au-delà de ce biais du survivant et de ne pas se laisser aveugler par ce dernier. À mon sens, un des premiers moyens de dépasser le biais du survivant sera grâce à la littérature scientifique. Comme dit précédemment, il faut surtout se méfier de ce dernier avec les pratiques extrêmes qui s'éloignent des recommandations de la littérature scientifique. Le rôle de cette littérature est de faire ressortir des tendances générales. Les études sont conduites sur des échantillons de personnes représentatives de la population. Leur but est, grâce à ces échantillons, de généraliser l'efficacité d'une pratique, d'un entraînement, d'un comportement vers le plus grand nombre. Elles permettent donc de souligner des tendances générales à travers des effets moyens. Avec beaucoup de modestie, il y a à mon sens plus de chances que vous et moi nous situions plus proches de la moyenne des individus considérés dans une étude, dans un échantillon, que des survivants. Il me semble en effet plus probable de partager des points communs, des caractéristiques communes, avec les membres de ces échantillons recrutés dans les études scientifiques qu'avec par exemple Kylian Jornet. Aussi, j'ai tendance à penser que dans un premier temps, m'appuyer sur les évidences scientifiques pour prendre des décisions concernant mon entraînement et l'entraînement des athlètes que j'entraîne serait une meilleure pratique que m'appuyer sur des survivants et les pratiques parfois extrêmes de ces derniers. Les études publiées seront pour moi un bon moyen de nous questionner sur le bien fondé de la pratique d'un survivant et en fonction de la direction vers laquelle la littérature tend, je pourrais commencer à envisager si la pratique de ce survivant ou de cette survivante a des chances de moi aussi m'aider à progresser ou si au contraire elle risque de manquer d'efficacité, voire même dans les pires des
des cas d'être dangereuse. Pour moi, le deuxième moyen le plus efficace pour dépasser le biais du survivant sera grâce à l'expérience de l'entraîneuse ou de l'entraîneur qui me prendra en charge en tant qu'athlète. Pour moi, une ou un coach expérimenté et rigoureuse ou rigoureux aura une vision forte de nombreuses années d'expérience, de nombreux athlètes encadrés et évidemment de la littérature scientifique. Il ou elle aura pu se construire une vision raisonnée de l'entraînement et des moyens de progresser grâce aux études d'une part, mais aussi grâce à son analyse fine de plusieurs athlètes accompagnés pendant une certaine période. D'ailleurs, si cette expérience fait défaut, ce qui peut être le cas en début de carrière, c'est absolument pas un problème, mais j'aurais plutôt tendance à préférer un retour de la part du coach vers les bases scientifiques, le temps que cet empirisme se construise. Bref, un entraîneur ou une entraîneuse qui a de la bouteille saura différencier une pratique aberrante qui a peu de chances de nous convenir, voire qui nous sera délétère, d'une pratique pertinente pour notre développement, pour notre progrès, pour notre avancement dans la pratique en tant qu'athlète. Et enfin, l'individualisation permettra à mon sens de dépasser ce biais du survivant. En effet, au fur et à mesure de l'avancée dans la relation entre le ou la coach et l'athlète, l'approche d'abord légèrement généraliste, par exemple basée sur des tendances scientifiques un peu globales, s'affinera. Le poids de l'individualisation sera alors de plus en plus grand, et à mesure que cette connaissance fine de l'individu et de ses besoins, donc de l'athlète et de ses besoins grandira, j'ai le sentiment que le biais du survivant perdra en influence. Les pratiques des survivants et des survivantes auront moins d'influence sur nous puisque notre entraîneuse ou notre entraîneur, expérimenté et au fait des évidences scientifiques, aura cerné finement ce dont nous avons besoin en tant qu'individu unique. Pour reprendre mes exemples, quel est l'intérêt de faire du 3 heures de 30-30 comme Kylian quand on sait d'une part que la littérature ne montre pas de bénéfices et que notre coach sait que nous manquons en fait de travail au seuil? Quel est l'intérêt de manger des cheeseburgers au ravitaillement quand les études ont montré que ce comportement était sous-optimal pour la performance et que notre entraîneuse sait que nous les digérons mal? Ou enfin, pourquoi transitionner vers le régime cétogène alors que la science souligne son manque d'efficacité, voire ses risques, et que notre entraîneur sait que le meilleur moyen d'améliorer la lipolyse sera à travers des sorties longues? Bref, la littérature scientifique, l'expérience de la personne qui nous accompagne vers la performance et l'individualisation sont pour moi les trois leviers qui permettront de dépasser, de ne pas être aveuglé par le biais du survivant. En conclusion, le biais du survivant est cette tendance à prendre des décisions en s'appuyant sur les bénéfices flagrants de cas extrêmes. Il nous amène à omettre les personnes qui ont adopté le même comportement que le ou la survivante et ont eu moins de résultats positifs, n'ont eu aucun résultat ou alors voire même ont eu des résultats négatifs. Quel que soit le domaine, il y aura toujours des survivantes et des survivants. Ce fumeur sans aucun problème de santé existe et vous rencontrerez certainement dans votre carrière cet athlète qui mange mal et pourtant performe au plus haut niveau. En plus de ça, les médias raffolent des survivants et des pratiques extrêmes. Vrai ou fausse, les légendes sportives, les pratiques atypiques et les séances insolites inondent vite les réseaux. Connaître le biais du survivant permet d'être prudent dans l'application de ces comportements à soi-même et dans la généralisation, voire dans leur recommandation à autrui. Le biais du survivant ne propose pas de considérer les pratiques des élites comme délétères par défaut. Il propose plutôt de ne pas considérer leur comportement comme judicieux par défaut. Au-delà de masquer une part importante de la réalité, ce biais du survivant nous fait oublier de nombreuses caractéristiques qui nous différencient des survivantes et des survivants. À mon sens, ce biais sera surtout nuisible quand le comportement en question, en rapport, sera extrême, sera écarté des évidences scientifiques ou divergera par rapport aux recommandations des experts les plus fiables de l'entraînement. Heureusement, dépasser le biais du survivant est simple. Tout d'abord, vérifier le bien fondé et les bénéfices du comportement grâce à la science est un bon moyen. De plus, se référer à un coach ou une coach expérimentée, fort ou forte, d'une longue expérience et rigoureuse sur le terrain est un deuxième moyen de dépasser ce biais. Et enfin, remettre au centre des réflexions l'importance de l'individualisation est pour moi un dernier levier pour ne pas se faire aveugler par ce biais du survivant. Ensemble, ces approches devraient vous aider à ne plus être dupé par le biais du survivant, à faire attention au partage de pratiques les plus extrêmes de la part des élites, par eux-mêmes ou par différents médias qui récupèrent ces informations. Et tout cela devrait vous guider vers des choix de méthodes d'entraînement raisonnés et dont vous avez réellement besoin.
Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, un petit peu atypique. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de comprendre ce qu'était le biais du survivant et dans quelle mesure il peut influencer votre réflexion. J'espère aussi qu'il vous a amené à des pistes de réflexion sur les meilleures pratiques, les meilleures façons de réfléchir pour prendre des décisions raisonnées concernant votre entraînement et à comprendre pourquoi s'entraîner comme Kylian Jornet ou n'importe quel survivant ou survivante n'est peut-être pas la meilleure idée. J'ai hâte de vous présenter la partie 2 sur cette thématique avec Anaël Aubry et Olivier Bollier. Pour soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour être sûr de ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez même activer la petite cloche pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je partage une vidéo. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram ou le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez la version écrite de cet épisode avec les études scientifiques auxquelles j'ai fait référence. Enfin, je vous rappelle que Courir Mieux propose des offres de coaching. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ces dernières sur le site. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet sportif. À très bientôt pour un nouvel épisode.